Cette semaine, ça a été riche en résultats sur les marchés financiers. Pendant cette semaine, on a eu les résultats de toutes les entreprises qui a été dévoilés. En tout cas, on va faire un petit résumé des résultats sur les marchés financiers et en même temps, on va faire une petite tier list de toutes les actions que j'ai dans ma watchlist personnelle. On va voir si avec les résultats qui ont été dévoilés cette semaine, si certains représentent une opportunité d'achat ou ça va dans la case soit opportunité, sous-évalué, neutre, ça veut dire que c'est un prix correct mais sans plus, surévalué, un poil trop cher, et trop cher, c'est vraiment pas le moment d'acheter. Alors avant de commencer, on va faire un bref point résumé sur les actifs de cette semaine entre le 28 et le 30 juillet 2026 sur le chiffre d'affaires, le résultat, les avantages et les faiblesses de toutes les actions que j'ai dans ma watchlist personnelle qui ont présenté leurs résultats pendant cette semaine. Alors le mardi, Visa qui est dans ma watchlist qui a dévoilé son résultat, une forte croissance sur les paiements transfrontaliers et des transactions traitées, donc une forte hausse sur les micro-paiements, donc liés avec les cartes bleues, c'est ça qui est le plus rentable avec Visa. Par contre, les défauts qui ont été révélés en résumé sur Visa, c'est les coûts en hausse et les indemnités de litige et les suppressions de postes. Donc là, pour ces suppressions de postes, il faut les indemniser. Donc ça coûte énormément de l'argent. Donc l'action, à un moment de ce résultat, elle a chuté à peu près à moins 2%. On verra après si ça représente une opportunité. S&P Global, record sur les activités de notation et les indices. Par contre, les faiblesses, énergie pénalisée par les tensions géopolitiques, résultat jugé décevant par les marchés. Donc du coup, l'action, au moment de son résultat, elle a chuté de moins 5%. Air Liquide, l'action préférée pour les gens qui ont un PEA. Accélération au deuxième trimestre portée par l'électronique et la santé. Publication jugée trop sans surprise, prise de bénéfices des investisseurs. L'action a chuté de presque moins 3% au moment de son résultat. Mardi 28, toujours mardi. SKNX que j'ai rajouté dans ma watchlist. Celle-là, elle a quand même bien chuté. Demande explosive de mémoire pour les intelligences artificielles. Faiblesse, résultat historique mais inférieur aux attentes des analystes. L'action a chuté de moins 9, presque moins 10%. Safran, demande très forte de pièces de rechange pour les moteurs civils, objectif annuel relevé. Résultat négatif, donc les résultats qui ont été décevants, c'est les résultats nets par action en forte baisse, comparaison avec un élément exceptionnel en 2025. Publication saluée apparemment par les analystes. Alors ASM International, donc là on est à peu près sur du similaire à du ASML qui se complémente avec ASML. C'est l'entreprise qui est nécessaire avec ASML. Sans cette entreprise, ASML ne pourrait pas fonctionner. Chiffre d'affaires trimestriel record porté par la demande liée à l'IA. Revenu légèrement sous le consensus des analystes. Donc l'action a chuté de moins 2, presque moins 3% aussi. Microsoft, forte de demande du cloud Azure, intelligence artificielle. Par contre, les dépenses d'investissement énormes. Donc ils ont dépensé énormément de capex. 190 milliards qui inquiètent sur la rentabilité future. Mais l'action, elle a quand même monté. Je crois qu'à ce moment-là, elle a quand même monté plus entre 10 à 15%. Même avec des dépenses de capex énormes, qui n'a pas été le cas pour tout le monde. Par exemple, ça a été le cas de Meta, donc publicité en forte croissance, 28% de revenus, ça c'est bon. Mais par contre, les bénéfices par action ont manqué de 14%. Dépenses à l'IA relevées, pareil, des grosses dépenses en capex, entre 130 à 145 milliards, comme Microsoft. Mais là, pour le coup, les marchés n'ont pas du tout aimé. Elle a chuté quasiment de moins 10%, même voire plus, au moment de ce résultat. Donc là, les marchés ont été très sévères avec Meta. FICO, forte croissance des scores de crédit et de la plateforme FICO. Malgré de bons résultats, l'action a chuté. La valorisation jugée trop élevée. C'est vrai que l'action, au moment de ce résultat, elle a quand même chuté de moins 10%. On verra après si ça représente une opportunité d'achat. Donc là, au moment de son résultat, elle a chuté de moins 10%. En phénol, demande très forte liée au centre de données LIA, prévision élevée. Une dette en hausse après de l'acquisition de Comscope. On verra ça après. Mais par contre, ce qui a été quand même applaudi par les marchés. ADP, donc là, une entreprise de comptabilité, des gains d'efficacité grâce à l'IA, marge en amélioration, croissance plus modérée que l'activité technologique pure. L'action, elle a monté de plus 3%, presque 4%. Wingstop, là, on est dans la restauration, bénéfice par action supérieure aux attentes malgré au contexte difficile. Par contre, les ventes au magasin comparables en baisse de 7
7,5%, consommateurs sous pression. Mais par contre, l'action a quand même monté de plus de 7% de son résultat. Amazon Cloud en forte croissance, plus 36%. Par contre, les prévisions du troisième trimestre plus faibles. Donc quand même, l'action, elle a quand même monté de plus 7% au moment de son résultat. Mastercard, là on a comme Visa, une forte activité de transfrontalière de croissance, des services de valeur ajoutée. Donc là, c'est pareil, Mastercard, c'est comme Visa, elle gagne des commissions sur les cartes bleues. Trimestre solide, donc l'action, elle a quand même monté de plus 2%. Apple, revenu record, croissance à 2 chiffres dans toutes les régions. Par contre, les faiblesses, la Chine et les services en dessous des attentes, pénurie de mémoire menaçant le prix futur. L'action l'a chuté entre moins 3 à moins 4%. Et surtout que Apple, ils ont annoncé augmenter le prix de leurs produits, surtout de leurs MacBook. Schneider Electric, donc pareil, une action beaucoup utilisée sur le PEA. Schneider Electric, demande très forte des centres de données, objectif annuel relevé. Point faible, semestre qualifié de record par le groupe. Donc plus 6% au moment de son résultat. Nemetschek, donc là on a une entreprise immobilière de modélisation 3D, d'architecture immobilière. Forte croissance des abonnements et du SaaS, 95% de revenus récurrents. Marge EBITDA en légère baisse, dilution attendue liée au rachat de HCSS. Elle a chuté de moins 7%. Monolithic, moi je sais pas si ça se prononce comme ça, Monolithic Power, demande très forte des centres de données pour l'IA, forte dépendance à quelques gros clients, ça veut dire qu'ils ont pas beaucoup de clients, mais seulement que 2 ou 3 gros clients. Mais l'action l'a quand même monté de plus 11%. Et dernier que j'ai dans ma watchlist, Atos, pas confondre avec Atos Software, c'est Atos SE France, tout simplement, c'est une entreprise maintenant qui se modernise dans le cloud, l'IA. Donc perte nette réduite de moitié, plan d'économie dépassé, plus 112% de l'objectif, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté, ils ont réduit, c'est-à-dire qu'ils dépensent moins, ils ont plus de liquidité. Chiffre d'affaires, par contre, le chiffre d'affaires en recul, c'est-à-dire qu'ils sont pas encore spécialement rentables. Signe d'amélioration salué malgré la baisse des ventes. On a fait le résumé un peu de toutes les actions que je possède dans ma watchlist. On va aller s'attaquer à la magnifique tier list. On va commencer par Nemetschek. Donc là, si on regarde le score, on est sur du 18 sur 20. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. On est sur une entreprise éligible PEA parce que c'est une entreprise allemande. Si on regarde à peu près tous les résumés, on a des marges excellentes. Marge nette 18%, un peu réduit, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. On a un PE de 27, forward PE de 25, dette sur EBITDA, ROE, ROIC. Et oui, en même temps, je vous ai pas dit, j'ai changé d'outil d'analyse d'action. Avant, j'étais sur Invest, que j'ai arrêté parce que maintenant, je suis passé sur Bagger, parce que je trouve que Bagger a des outils d'analyse d'action qui est beaucoup plus poussé que sur Invest, qui a beaucoup plus de détails. Ça va beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté mon abonnement Invest pour aller sur Bagger. C'est pas du tout un placement de produit. J'ai pris un abonnement personnel. Allez, on continue dans la vidéo. Si on continue, on va regarder la quantitatif, donc les revenus. Alors là, le gros avantage de Bagger que j'avais pas sur Invest, c'est qu'on peut voir des prévisions. Alors c'est seulement des prévisions, c'est-à-dire il faut pas prendre au premier degré. Et ce qui est bien, on n'avait pas avec Invest, vous pouvez voir par trimestriel par exemple. On n'avait pas avant. On peut vraiment choisir très poussé qu'on pouvait pas faire avant. Mais on peut voir déjà le résultat de Nemetschek avec un résultat qui a l'air d'être exceptionnel. Une énorme croissance du revenu trimestre par trimestre, donc qui a l'air d'être plutôt rassurant. Les bénéfices, si on regarde, on va supprimer, on va enlever les prévisions, on va se mettre comme ça. Pareil, les bénéfices qui ont une bonne croissance. On va vite fait se mettre en trimestriel. Pareil, par trimestre, une énorme croissance. Ça a l'air d'être tout bon. Free cash flow, on a du cash. Alors les marges exceptionnelles, 58%, 19% de marge nette. Donc là, pour le coup, c'est très bon. Là, les dépenses en capex, seulement 3%, c'est très bon. Là aussi, très important, si l'entreprise n'est pas endettée, on peut voir que non, l'entreprise est plutôt bien gérée. La dette nette, il est seulement de 0,36. Ça veut dire que l'entreprise peut quasiment instantanément rembourser leur dette. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a une faible dette. On est en dessous de 1. Plutôt positif. Si on regarde les surprises des EPS, prévisions des EPS, prévisions du CA, chiffre d'affaires qui a l'air d'être en croissance sur le long terme. Bon, c'est des prévisions, mais ça a l'air d'être plutôt une bonne nouvelle, donc plutôt rassurant à ce sujet-là. Le chiffre d'affaires, pour voir que la croissance est exceptionnelle. Une énorme croissance. Comme ça, c'est ce qu'on aime quand on est investisseur. Là, on est sur les bénéfices. Résultat net, pareil, belle croissance. 25% en Q2 2026, Q1 2026, plus 35%,
1%. Je regardais en Q2, on fait par rapport au Q2 2020, on fait un peu mieux que Q2 2025. Ouais, 1% de plus. Donc c'est très bon. Donc on a de la croissance. On va aller voir la valorisation. Rendement estimé, bon, c'est des prévisions. Pareil, pas prendre au sérieux. C'est des outils d'analyse avec l'IA. Donc il peut y avoir des bugs. Rendement estimé 26%, marge de sécurité 45%. Là, cet outil-là, il faut pas prendre comme facteur. Cet outil-là, il faut vraiment aller pousser un petit peu plus loin si vous vraiment voulez investir. C'est juste des cas de prévision avec l'IA. Vraiment, si vous voulez investir, faire un peu plus de recherche. On a un PE de 27. La médiane sur 10 ans, il est de 55. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on est en dessous de la médiane. C'est-à-dire que ça paraît sous-évalué. Forward PE, on est 25. La médiane sur 10 ans, il est de 55. C'est très bon. Personnellement, ça a l'air d'être plutôt pas mal qu'on pouvoir le fair value. Donc, c'est la valorisation. Ça a l'air d'être ultra sous-évalué. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je regarde plus en détail. Bon, il n'y a pas trop grand chose à dire, hein. Pour moi, c'est comme une belle boîte. On est sur une entreprise de modélisation d'architecture pour l'immobilier 3D. Bon, après, il y a beaucoup de concurrents. On va retourner sur la tier list. Alors moi, ce que je peux vous dire, pour moi, elle peut rentrer dans l'opportunité. Je vais la mettre là. Ça a l'air une très belle boîte, mais juste attention, toutes les actions là que je sélectionne, que je mets dans opportunité ou pas, faites vos propres recherches. Je le dis à chaque fois. Peut-être il y a des trucs cachés dans ces entreprises qui fait que cette entreprise, elle est vraiment pas chère. Peut-être il y a des énormes défauts qui se cachent réellement. Donc je vous invite réellement, si vous êtes intéressé par des actions que je mets en opportunité ou sous-évaluées, faites vos propres recherches, c'est très important, sinon vous risquez de perdre énormément d'argent. On va aller passer au suivant, donc on va passer à... Donc là on est sur ADP, on est sur une boîte de comptabilité. Celle-là, j'en ai renforcé quand même ici quand elle était bien bas. Là, parce que là c'était une belle opportunité, donc j'avais investi ici. Là, elle a quand même bien monté, mais est-ce que à l'heure actuelle elle représente toujours une opportunité ou pas? C'est ce qu'on va voir. Donc là 17 sur 20, donc très bon, elle est pas éligible PEA. On a un PE de 24, forward PE 21, marge brute 53, marge nette 20. Dans l'ensemble, c'est plutôt bon. On va regarder la note quantitative. Les revenus, je crois que c'est ça aussi magnifique qui m'a fait donner envie d'investir dans cette boîte. C'est la croissance qui est exceptionnelle. Ça, quand je vois une croissance comme ça, déjà, ça montre que l'entreprise est rentable. Pareil, les bénéfices nets, ça, c'est ce qu'on adore. Les marges exceptionnelles, retour sur capitaux, légère baisse. Dépenses en capex plutôt faible, seulement 3% de dépenses en capex, plutôt bon. On va aller voir la dette. Donc, on a une réduction de la dette par rapport à 2025. Excellent. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, c'est-à-dire qu'elle a la dette très bien gérée. De toute façon, 0,19, même si c'est à 0,48, pour moi, c'est excellent. Ça reste totalement tenable. Objectif de prix, selon les analyses, on a le chiffre d'affaires qui est en augmentation, prévision des EPS qui est en augmentation. Donc pour là-dessus, c'est très bon. Pas grand-chose à dire. Le chiffre d'affaires, ça, c'est une belle croissance. C'est une croissance qu'on aime voir quand on est actionnaire des EPS. Une belle croissance des EPS, rien à dire. Mais dans l'ensemble, c'est une très belle boîte. On a un rendement estimé de 17%, marge de sécurité 20%. Alors si on regarde, donc le PE il est de 24, la médiane il est de 28. Voilà, on est encore sous-évalué. Pour moi, on est plus trop vraiment, c'est plus avant à l'époque quand j'ai acheté, c'est vraiment une opportunité. On va aller dans le tier list. Pour moi, à l'époque quand j'ai acheté, c'était une opportunité. Mais à l'heure actuelle, vu qu'elle a bien explosé, elle est super bien gérée, il y a peu de dettes. Elle va pas dans opportunité parce qu'à l'heure actuelle, c'est plus vraiment une opportunité. Donc ouais, je vais la mettre dans sous-évalué. Allez, on continue suivant avec Apple. Voilà, j'ai déjà été actionnaire de Apple, sauf que je l'ai revendu. Voilà, j'ai acheté en 2024 et je l'ai revendu en 2026. Elle a continué à augmenter un petit peu, mais parce que l'objectif à l'époque, les croissances, c'était pas terrible. 14 sur 20, c'est vrai que le PE est de 35, forward PE de 33, marge brute de 46, marge nette. On a quand même une belle marge nette. Vendredi, elle a quand même chuté de moins 7%, comme vous pouvez voir ici, donc à la fermeture du marché. Mais sinon, dans l'ensemble, depuis 2026, on a une belle croissance. Mais si on regarde, ça a stagné un petit peu ici dans ces zones-là. Ça a l'air de re-s'accélérer. À voir si ça continue. Mais la croissance, pourcent de CAGR, c'est un peu faible quand même. On a une belle croissance des bénéfices en augmentation. Marge 49%, 28% de marge nette. Retour sur capitaux, ROE qui en baisse par contre. À vérifier pourquoi. La dette en réduction. Là pour le coup, c'est une bonne nouvelle. Déjà, il y avait déjà peu de dettes en réduction. C'est-à-dire qu'ils peuvent quasiment rembourser tout instantanément. Mais c'est la dette, c'est plutôt bien géré. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Capex, on a peu de dépenses en Capex. Bon, pour le coup, j'aurais bien aimé quand même Apple qui prennent un peu plus de risques. En ce moment, surtout qu'ils sont en énorme
énorme perte de vitesse avec l'intelligence artificielle. C'est surtout ça qui m'a fait perdre en confiance avec Apple, qui m'a donné envie de revendre Apple, parce que l'impression à l'heure actuelle, aujourd'hui, que Apple ne prend pas du tout plus du tout de risques. Ils n'investissent pas trop dans l'IA, ils ne créent pas leur propre IA. C'est ce qu'on demande avec Apple, qu'ils prennent des risques, qu'ils innovent. Là, actuellement, il n'y a plus d'innovation. C'est ça qui m'a fait envie de revendre Apple, alors que d'autres boîtes que j'ai investi, il y a de l'innovation, etc. Il y a peut-être du dépense en CAPEX. Par exemple, Meta, qui dépense énormément en CAPEX, en CAPEX, mais ils investissent énormément dans l'IA et ça commence à payer. Bon, il y a des défauts, hein, ils ont des ratés, mais on sent qu'ils prennent des risques. C'est pas du tout le cas. L'impression que là, ils se la jouent un peu bon père de famille. C'est un peu. Et moi, je cherche pas ça. Je cherche de la croissance, de l'innovation. Donc là, actuellement, Apple, marge brute 46%, prévision du CA, apparemment, c'est une petite baisse en 2029. On va aller voir les finances. Chiffre d'affaires, tout à l'heure, ça, une belle croissance. Ça, pour le coup, il y a rien à dire. C'est à part en 2023, 2024, ça a stagné un petit peu. Là, ça a l'air de se réaccélérer, à voir que ça se diminue. Mais ce qu'on veut avec Apple, c'est de l'innovation, du risque. On veut du risque. Alors, pour voir que là, pour le coup, on est quand même surévalué. Marge de sécurité, moins 45%. Si on regarde le fair value, on est pareil, on nous montre là qu'on est cher aussi. Si on regarde, par exemple, 2026, on a un PE de 35, et ce qui veut dire actuellement, on est au-dessus de la moyenne. Ouais, donc pour le coup, Apple, on est quand même cher. Bon, voilà, on a fait comme le tour pour Apple. On va aller vite fait retourner sur la tier list. Je ne déciderai pas, en tout cas pour moi, de racheter du Apple. Pour moi, c'est pas ce qu'elle est surévaluée, c'est qu'elle est beaucoup trop chère. C'est que là, je suis désolé, Apple, trop cher. Air Liquide, l'action préférée des gens qui ont un PEA. Là, on a quand même une belle croissance. Bon, pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment Air Liquide, c'est un peu l'action bon père de famille sur PEA, parce qu'elle a des primes sur les primes d'action. Je crois que tous les 2 ans, elle verse des primes en action et des primes sur les dividendes. Faut bien prendre en compte que les actions comme ça qui versent énormément de dividendes, quand elles versent un dividende, le prix de l'action chute. Donc si vous voulez de la croissance, si vous avez comme but d'avoir de la croissance, Air Liquide, je suis pas sûr. Vu ce que je vois, c'est quand même cher pour un truc comme ça. Alors les revenus, bon, il y a quand même un peu de croissance, à part ici, là le plus haut c'était en 2022, et là on est quand même en perte de vitesse. Ça remonte, on nous prévoit en 2026 que ça remonte, pareil, c'est seulement des prévisions, on ne sait pas si ça va se réaliser, mais c'est pas une bonne nouvelle en tant qu'investisseur, surtout qu'elle verse des primes de dividendes, et que si elle perd de l'argent et elle continue à verser des primes sur les dividendes, comment veux-tu être rentable dans ces cas-là? Pour moi, je suis pas spécialement convaincu, comme vous pouvez voir ici, vu que là on est en perte de vitesse sur la croissance, sur le chiffre d'affaires baisse, et elle continue de verser du dividende, des primes d'actions, ça dilue les actionnaires, les actions gratos, donc du coup ils sont obligés de s'endetter. Évidemment, là ça commence à être, on n'est pas au plus haut historique, plus haut en 2017 on était quand même bien haut, mais là 1,28 ça reste encore tenable, mais il faut pas que ça monte. Mais ça prouve que là il y a un problème, que là que le chiffre d'affaires il baisse, c'est-à-dire que derrière il y a du dépense, ils sont obligés de s'endetter. Là pour moi ça me rassure pas. Faut voir que ici ça dilue les actionnaires. Free cash flow, donc voir que là, bah oui, le cash diminue. Chiffre d'affaires, comme vous pouvez voir, 2023, 2024, 2025, on est en baisse. Là, c'est à dire que là, 2023, 2024, 2025, elle n'a géré aucune croissance sur le chiffre d'affaires. C'est quand même une mauvaise nouvelle, à part le résultat net. Ouais, un petit résultat. Par contre, c'est pas de la croissance foufou, hein. 5%, 7%, j'ai connu mieux. Pareil, là, 0,57% en début d'année 2026. Bon, là, l'année n'est pas terminée, hein, mais on n'est pas sur une croissance qui est foufou. Rendement estimé 6%, marge de sécurité moins 32%. Si on regarde le PE30, la médiane, il était de 20. Ouais, donc c'est beaucoup trop cher pour une boîte comme ça. Regarde-moi ça. On va pas rester des heures là-dessus. C'est à les poubelles, c'est trop cher. Alors pour moi, je changerais plutôt Apple pour surévaluer, parce que j'estime que Apple est quand même mieux géré que Air Liquide. Allez, maintenant en suivant, on passe à ASM International. Et j'en ai racheté bien bas ici, je l'ai racheté une deuxième fois ici. Donc elle a bien pété, et là elle est en train de rechuter. Est-ce qu'elle peut présenter une opportunité ou pas? Comme j'ai dit, cette action, c'est une action qui complémente ASML. C'est pour ça que là il y a juste ASM, parce que elle confectionne des pièces d'architecture d'IA. Donc là pour le coup très bon, c'est très bien géré. Rien à dire là-dessus. On va aller voir la note quantitative. Là, la fermeture
vendredi soir, ASM a monté de 1,6%, donc plutôt bonne nouvelle pour ASM. Là, on a une belle croissance pour ASM International, à part là, que ça faisait un peu le yo-yo. Après, cette entreprise n'était pas très connue. C'est juste à partir de 2019 que cette entreprise s'est accélérée grâce à la demande avec ASML et technologie avec l'IA. Donc, c'est vraiment accéléré seulement récemment. Bénéfices, ok. Les marges, 52%. La dette, si on va regarder la dette, pour le coup, très bien gérée. Il y a peu de dette. Donc là, non, c'est très très bien. Dépenses en CAPEX, on a 24% en CAPEX. Donc ils investissent, on va voir que là, ils investissent un peu dans leur IA, provision du CA, ok. Donc là, les EPS sont au-dessus des attentes des analyses, c'est plutôt bon. Prévision des EPS en augmentation sur le long terme, donc c'est plutôt bon. Comme on peut voir au début, ça faisait un peu le yo-yo, il y avait rien du tout, mais ça s'est vraiment accéléré seulement récemment grâce à la demande avec l'intelligence artificielle. C'est tout récemment, depuis 2021, 2022, vraiment depuis 2022, c'est vrai, cette entreprise s'est vraiment démarquée et accélérée et à la demande de l'IA. Alors la croissance, résultat net, là depuis début d'année 2026, plus 48%, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, la valorisation, par contre, on me dit qu'on est cher. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est quand même cher parce que moi je l'ai acheté à un très bon prix quand elle était vraiment au plus bas. Quand elle était l'année dernière, je l'ai acheté vraiment quand il y avait la crise de Donald Trump et il avait fait chuter tout. Et là, j'ai investi au plus bas, donc j'ai en profité de ce moment. L'action, elle était vraiment au rabais et évidemment, ça a remonté. À l'heure actuelle, on a un PE de 36, la médiane sur 10 ans est de 25, le forward PE est de 30, la médiane sur 10 ans est de 25. On est surévalué, mais c'est en train de baisser. C'est pas encore se rapprocher à son prix, pas encore, mais peut-être ça va se rapprocher. Mais à l'heure actuelle, non, elle ne représente plus réellement une opportunité d'achat. C'est peut-être si elle continue de chuter encore à 10 à 20% de plus, peut-être elle peut représenter une opportunité d'achat. Mais on pourra avec les prévisions, si on regarde la valorisation qui a tendance à augmenter dans le temps, donc plutôt une bonne nouvelle. On va aller retourner sur la tier list. Pour moi, si elle baisse encore de 10 à 20%, elle peut devenir peut-être pas une opportunité d'achat, donc peut-être dans sous-évaluer, mais à l'heure actuelle, elle va dans surévaluer. Atos, pas confondre avec Atos Software. Là, c'est Atos, l'entreprise française, Atos Group, qui a dévoilé son résultat. Alors, on est sur Atos, j'en ai renforcé plusieurs fois cette année 2026. Est-ce que ça va payer? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que j'ai fait une erreur monumentale en investissant dedans? On verra ce que l'avenir nous dira. Donc j'ai investi à mort là en 2026 parce que Atos ont annoncé récemment qu'ils sont plus en perte, ils diluent plus de cash, ils sont plus du tout endettés parce que à ce moment-là ils ont tout perdu parce que ils ont été quasiment presque déclarés en faillite. Donc c'est pour ça cette énorme chute, l'action a perdu 100% quasiment de sa valeur. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, depuis cette année 2026, les responsables de Atos sont annoncés revenir dans la course et de réinvestir massivement dans le cloud, dans l'intelligence artificielle, dans le data center, dans la sécurité, dans la cybersécurité. Et s'ils réussissent leur pari, on peut gagner énormément d'argent, mais ce n'est pas un conseil en investissement. Personnellement, à l'heure actuelle, je déconseille d'investir dedans parce qu'ils n'ont pas encore fait leur preuve. Pour moi, c'est un investissement, c'est un cas personnel. J'ai une petite position dans mon portefeuille, elle n'a pas une énorme proportion dans mon portefeuille, elle représente seulement une petite position parce que j'estime qu'à l'heure actuelle, elle est encore beaucoup trop risquée, elle n'a toujours pas fait ses preuves, donc je la recommande pas vraiment à l'heure actuelle. Si demain, elle est rentable, elle explose tout, alors là, ouais, ça peut être un pari gagnant, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas vous dire, elle n'a pas fait encore ses preuves. Donc on est sur une entreprise française, Eligy PEA, donc on est dans la technologie. Donc à l'heure actuelle, on a une note de 3,5 sur 20, évidemment normale, elle n'est pas du tout rentable à l'heure actuelle, mais depuis là, ces résultats cette semaine, ça m'a rassuré que elle est toujours pas rentable. Ils ont annoncé qu'elle est toujours pas rentable, mais ça m'a rassuré parce qu'elle commence à se réaccélérer, donc dans leur investissement, qui perdent moins d'argent et ils ont annoncé qu'ils sont dans le long terme, qui vont devenir potentiellement rentables. Donc c'est ça qui m'a rassuré
rassurés. Donc c'est pour ça que les investisseurs ils ont été rassurés aussi comme moi. Donc à voir si ça paye sur le long terme. Alors voilà la note quantitative. Alors pour voir, c'est que c'est ça qui est aussi qui est très important, c'est la dette. C'est ça qui me rassure. La dette est vraiment en baisse, énormément en baisse. Donc en plus là ils ont commencé à avoir de la trésorerie. Donc c'est ça qui met une bonne nouvelle. Ils peuvent pas encore rembourser entièrement leur dette intégralement, mais leur cash en trésorerie augmente. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme vous pouvez voir les revenus, on n'est pas encore sur du folichon. Augmentation je crois ouais, en 2017, ça a chuté. Cette année ils ont annoncé encore un chiffre d'affaires en baisse, mais ça va, je pense que ça va se réaccélérer sur le long terme. Là c'est seulement des statistiques, ça j'y crois pas. Je pense que c'est qu'une histoire de temps avant que cette entreprise se réaccélère. Et ça il suffit que Atos annonce une dinguerie, qu'ils innovent, mais à l'heure actuelle, je ne peux pas personnellement moi la conseiller, c'est beaucoup trop risqué. Comme vous pouvez voir qu'ils dépensent là en capex 80% capex, ce qui veut dire à l'heure actuelle, ils prennent énormément de risques en recherche et développement d'infrastructures d'IA. Évidemment là au moins 50% ça a chuté, mais là on atteint vraiment un plus haut de dépenses du capex. Après c'est quasiment presque la totalité de l'entreprise, donc c'est qui tout double. Si ça ne marche pas, bah l'entreprise est morte et enterrée. Donc là c'est vraiment un pari risqué, mais si ça gagne, je pense qu'il peut avoir énormément d'argent à se faire là-dessus. Prévision, si on regarde les finances, bon ça on avait déjà vu un chiffre d'affaires qui est en ce moment qui est pas ouf, ça, à part qui est rassurant, c'est les résultats nets qui est en énorme croissance. Chiffre d'affaires en baisse, mais c'est les résultats nets qui est en croissance par rapport à 2025, donc qui est plutôt rassurant. On n'est pas encore sur du positif, la net et les résultats nets on est en négatif par rapport à 2024, c'est-à-dire que là on gagne pas encore d'argent, mais ça augmente le résultat, à voir, comme je vous disais, si c'est un pari gagnant sur le long terme. Donc évidemment la valorisation a bien baissé, rendement estimé 8%, marge de sécurité moins 18%. On nous dit que en gros que cet outil que actuellement ce n'est pas une bonne affaire, je la recommande pas spécialement, mais personnellement Atos à l'heure actuelle elle a chuté quasiment de son action de 100%. Tu peux pas vraiment chuter encore plus bas. Personnellement là c'est vraiment un cas vraiment long terme, voilà, c'est un pari qui tout double long terme, donc je vais la mettre dans opportunité, mais je la conseille pas vraiment. C'est vraiment, si vous êtes responsable, parce que c'est un qui tout double cette action, vous pouvez réellement tout perdre avec cette action. Faiko, alors Faiko pareil, j'en ai renforcé quand elle était bien bas le 14 avril 2026. Là ça montait, ça a rechuté au moment de son résultat du chiffre d'affaires du Q2 cette semaine. Pourquoi? Parce que apparemment il y a des craintes liées à la concurrence. Quand déjà on peut voir les marges brutes, les marges nettes sont exceptionnelles. Pour l'instant à l'heure actuelle il n'y a pas de crainte à avoir, et surtout comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a chuté parce que c'était sa valorisation qui était hyper élevée. Donc évidemment les marchés ça loupe pas du tout, hein. Donc là on a une note de 14,5 sur 20, et non éligible PEA. On va voir la quantitatif, voir que l'action il a chuté de 1,4% à la fermeture vendredi soir. Alors pour les revenus, on a un revenu qui est exceptionnel, pour le coup, rien à dire. Bénéfices, marge exceptionnelle, dépenses. On a peu de dépenses en capex. Par contre là, c'est je viens de voir, c'est sa dette qui m'a l'air d'être élevée. La dette ça a l'air d'être, je sais pas si c'est un bug ou pas, mais là ça m'a l'air d'être élevé, la dette. Une dette de 4. Là, pour un truc comme ça, ça me donne envie de la vendre, parce qu'une dette comme ça de 4, ça me rassure pas des masses, personnellement. Alors ça rachète leurs propres actions. Voilà, la dette là, ça me titille la dette. Alors je sais pas où est cette dette, parce qu'il n'y a pas de dépenses en capex, donc je sais pas c'est lié à cette dette. Pour ça, à se pencher à ce sujet. Pour les résultats, alors finance, ça c'est exceptionnel, très bien, rien à dire. Chiffre d'affaires exceptionnel. Je regarde le résultat brut exceptionnel. Avant impôt, PS, moyenne pondérée d'actions circulation. Ils rachètent leurs propres actions en masse. Ok, on va aller voir la valorisation. Donc là, on nous dit qu'on a un rendement estimé de 10
18%, marge de sécurité 25%. On nous dit qu'on a un bon prix. On a un peu de 32, la médiane est de 49, donc c'est très bon. Ça paraît que on est en dessous de la médiane. Forward PE 21, médiane sur 10 ans de 49, c'est très bon. Ça nous montre qu'on est sous-évalué. Tac, bon, on va pas s'attarder plus à ça. On va aller dans la tier list. Pour Faiko, j'aurais pu la mettre dans opportunité, mais le problème qui m'a fait vraiment changer d'avis, c'est sa dette. Une dette énorme comme ça, pour moi là c'est rédhibitoire, c'est carton rouge total, beaucoup trop élevé. Donc pour moi, je vais pas mettre en surévalué non plus trop cher, je vais la mettre dans neutre. Voilà, je la mets dans neutre. Sinon, si elle aurait pas eu cette dette élevée, elle aurait été directement dans opportunité directe. Mais par contre, allez, moi ça va dans neutre. Allez hop, maintenant on va en phénol. Alors en phénol, je sais que c'était une action qui m'intéressait à mort. Voilà, ici, au moment que Trump annonçait ses droits de douane, il a fait chuter, là il a fait énormément chuter les actions, donc on a une belle note, 17,5 sur 20, on a un PE de 38 actuellement, ça a bien monté, hein, mais là, à ce niveau-là, il est vraiment pas cher. Forward PE 27, marge brute 36, marge nette 18%, ok, quantitatif, et revenus, très beau revenu, là on n'a pas encore pour 2026, une énorme croissance pour 2026, waouh, bénéfice excellent, voilà, rien à dire à ce sujet, marge excellent, dépenses, ça dépense un petit peu dans du capex, dans le recherche développement. Ah aussi, attention, là il n'y avait pas de dette en 2025 et là attention, la dette revient à 1,9, donc ça reste gérable, mais attention pas que ça ne remonte pas, attention. On va aller voir donc si on a des résultats, donc objet de prévision du CA, prévision des EPS qui est très bon là-dessus, rien à dire, finance très bien, bon chiffre d'affaires très bien là-dessus, rien à reprocher à cette action. Maintenant on va voir la valorisation. Bah oui, maintenant, parce que maintenant elle est quand même chère, hein. On est à un rendement estimé de 3%, marge de sécurité moins 49%. Après ça reste toujours des statistiques et des détails d'IA, donc voilà, mais avec ce prix là, oui, c'est vrai que c'est cher. Si on regarde le forward PE, on a du cash, donc là le PE est de 38, la médiane était du 31, c'est-à-dire qu'on est au-dessus de la médiane pour la moyenne. Le forward PE 27, là on est en dessous de la médiane pour le forward PE 31. Bon, on va pas trop s'attarder, allez hop. Alors pour en phénol, avec ce que je vois, on est allez, on va mettre dans surévalué. C'est quand même une belle boîte qui a de la croissance. Allez, on passe au suivant, Visa. Alors pour Visa, alors là on est sur une très belle boîte. Bon, là on peut avoir une note 20 sur 20, note quantitative 20 sur 20, et les JPEA non, bien sûr, c'est une entreprise américaine, marge brute 90. Là on n'est pas sur du air liquide, hein. 97% de marge brute, marge nette 50%, PE 31, forward PE 25. Là c'est ultra intéressant. Si on regarde la courbe ici, je l'ai renforcé plusieurs fois. Ici, là la belle baisse, tac. Là en 2026, quand elle a bien baissé ici, j'en ai renforcé, mais je l'ai renforcé plusieurs fois. Pour moi, le Visa, ça reste une entreprise de valeur refuge, et en plus il est exceptionnel comment elle est rentable. La croissance, elle est exceptionnelle. Wow, regardez-moi ça, cette croissance. Tous les ans, elle est rentable. À part là, en 2020, je pense que c'est lié au Covid, vu que on a eu le confinement, donc il n'y a pas eu de paiement, donc les boutiques ont fermé. Donc là, c'est le seul moment la rentabilité était en perte de vitesse, mais sinon, à part 2020, regardez-moi, chaque année, l'entreprise a montré une croissance exceptionnelle. Là-dessus, vraiment rien à dire. Les bénéfices, si on regarde, exceptionnel, à part en 2020. Alors là, ici, il y a eu 2-3 pertes de vitesse en négatif sur les bénéfices, mais sinon, si on regarde sur le long terme, rien à dire. Marge, là, c'est du bonheur pour les actionnaires. Ils rachètent leurs propres actions. La dette, ça augmente un petit peu, mais c'est super bien géré. C'est juste, faut voir que ça se réaccélère pas, mais sinon là, je chipote un peu, là, c'est vraiment minime. Alors, chiffre d'affaires, on a déjà vu tout à l'heure. Regardez-moi ça, la croissance chaque année, à part en 2020, c'était le seul moment que chiffre d'affaires était négatif. Bon, c'était lié au Covid, tous
tout était fermé, tout le monde était confiné, donc c'est totalement normal. Mais à part ça, regarde, la croissance est exceptionnelle. Marge nette, la croissance, pareil. On va aller voir la valorisation. Là, pour le coup, ça m'a l'air d'être bizarre. Rendement estimé 6%, marge de sécurité moins 30%, on nous dit qu'on est ultra cher, je sais pas pourquoi. Là, je pense qu'il y a un bug. On a un PE de 31, la médiane sur 10 ans était de 33. Le forward PE 25, et la médiane sur 10 ans, il était de 33 aussi. Ah ben là, si on regarde le fair value, il est sous-évalué. Là, je sais pas pourquoi il me dit ça. Là, je pense qu'il y aura un bug. Je pense qu'il y a un mauvais calcul. Là, je sais pas quel calcul faut mettre, mais je pense qu'il y a un mauvais calcul. Mais là, c'est une entreprise là. De toute façon, c'est pas une entreprise avec les résultats tout comme ça. On va aller directement dans la tier list. Pour moi, ça va dans opportunité. Ça va dans opportunité. Et pour que ça aille plus vite, je vais mettre Mastercard la même chose parce que c'est la même boîte. C'est les mêmes trucs. C'est la même chose. C'est tous les deux, ils gagnent des commissions sur les transactions bancaires. C'est la même chose. Donc, et ils ont à peu près le même résultat. Donc, tous les deux, allez, on va pas chipoter, on va mettre tous les deux dans opportunité. Allez, on passe au suivant. C'est S&P Global. Alors, S&P Global, donc une belle croissance. Alors, si on regarde sur le long terme, on a une belle croissance. J'ai renforcé plusieurs fois. Voilà, quand c'était bien haut, comme là, j'avoue que je l'ai acheté un peu trop cher. Je l'ai renforcé quand c'était bas. J'ai continué à la renforcer quand c'était ici pas trop cher. Mais là, ça a augmenté, ça recontinue de baisser. Parce que là, avec les résultats, on va voir ça après. Mais pour moi, c'est une très belle boîte. C'est une très belle boîte. Ouais, j'ai continué à la racheter, même à la baisse, j'ai continué à la renforcer. Si on regarde la note, 15 sur 20, GPE non, PE 25, for le PE 21, marge brute 70%, marge nette 31%. Dans l'ensemble, c'est très bon. Il n'y a pas grand chose à dire. À la quantitatif, là on a un revenu exceptionnel. À part ici, on a une énorme perte de vitesse ici, mais si on peut voir on va se mettre à partir de 2010, là, la croissance est méga accélérée. Apparemment, on nous dit qu'en 2026, on aura une perte de croissance. Bon, c'est seulement des estimations, à voir si c'est vrai ou pas. Mais sinon, c'est une entreprise exceptionnelle. Marge 100, on a peu de dépenses en capex, retour sur capitaux, on a un peu de ROE, 7%, c'est baissé à des précédentes années. À voir là-dessus, à se renseigner. Le cash, un peu de dette, mais ça est en train de se baisser, hein, parce qu'ils ont plus de trésorerie, mais la dette, elle augmente légèrement, mais ils ont plus de trésorerie, donc ce qui veut dire que la dette nette, elle est plutôt en baisse. On est à 1,3, un poil élevé, c'est juste faut pas que ça augmente. Donc là, ça reste encore tenable, mais c'est pour une boîte comme ça, c'est totalement acceptable. On va aller voir les résultats. Objectif de prix, prévision du CA en augmentation, les EPS, prévision des EPS estimés, je sais pas grand chose à dire. Finance, tac, très bon. Bon, on va se mettre sur la valorisation, 14%, marge de sécurité 8%. Si on regarde, regardez les notes, on est sur du 2026, de 22, et la moyenne, alors on est à 40, alors c'est bon ici, alors on a un PE de 25, la médiane sur 10 ans est de 33, là 21, la médiane est de 33, on est sous-évalué, hein. Là encore ici, c'est une très belle boîte, surtout qu'ils font des indices comme le S&P 500, etc. Ils gagnent des droits parce que chaque personne qui investit dans un S&P 500, les commissions repartent chez S&P Global, en sachant qu'il y a des centaines de milliers, même voire de millions de personnes qui investissent, même je crois que ça compte en milliards, je crois, de personnes qui investissent dans le monde entier, dans le S&P 500. Donc c'est de l'argent qui rentre dans l'entreprise S&P Global qui est monstrueux. Allez, on va passer dans la tier list. Pour moi, truc comme ça, c'est opportunité. Et ouais, opportunité d'achat, c'est une entreprise exceptionnelle. Alors, on va passer au suivant, Amazon. Alors Amazon, pareil, si on regarde mes transactions, j'en ai racheté pour la première fois 19 en mars 2026 et depuis ça, j'ai vraiment acheté au bon moment parce que juste après ça a bien pété. Vous pouvez voir ici vraiment au plus bas. Donc on peut dire que là, sur ma moyenne de mon PRU cette année, j'ai fait une bonne petite affaire. Je vais dire que là depuis 2025, j'ai vraiment eu au rabais. Voilà, je l'ai acheté quasiment presque au même niveau que ici en mai 2025. Donc ouais, pour le coup, j'ai fait plutôt une bonne affaire avec cette entreprise. À voir si ça va se payer sur le long terme. Alors là, notre quantitatif, il est de 9 sur 20. Alors pourquoi il nous dit qu'on a une note comme ça? Qu'est-ce qui pêche?
C'est peut-être la rentabilité sur les ROE, ROIC, ROCE, ROIC, peut-être ça qui fait baisser la note. Marge brute 50%, marge opérationnelle 11%, marge nette 10%. Surtout que c'est une entreprise, une belle boîte parce qu'ils investissent énormément dans le cloud, le AWS, donc c'est le cloud de Amazon. Ils commencent à investir dans des magasins physiques, je crois en Angleterre, ils ont des magasins physiques. Ils ont Amazon Music, Audible, Amazon Studio, Amazon Game, le Kindle Store, Twitch maintenant. Donc ouais, c'est quand même plutôt une entreprise à machine à cash, hein. Alors si on regarde le quantitatif, le revenu, c'est exceptionnel. Alors, regarde-moi ça, cette croissance. C'est ce qu'on aime quand on est investisseur. Ici, à part là, en 2022, c'est marrant parce qu'en 2020, pendant le Covid, ils ont continué à gérer le bénéfice parce que je pense qu'ils ont continué avec la vente de le cloud qui a toujours fonctionné, et aussi parce que les livraisons, il y avait toujours de la livraison avec Amazon, ils travaillaient toujours. Marge 51%. Dans l'ensemble, c'est plutôt bon. C'est plutôt bon. La dette, super bien gérée. Ça réaugmente un petit peu en 2026, mais c'est totalement bien géré. Dépenses en CAPEX, c'est ça aussi qui est extrêmement élevé. 107% de dépenses en CAPEX, c'est extrêmement élevé. Après, s'il y a beaucoup de CAPEX, c'est un avantage et un défaut. Ça peut être un avantage, c'est-à-dire qu'ils veulent réinvestir à mort, mais si ça gagne, ils gagnent leur pari, le coût sur investissement peut être ultra rentable. Mais par contre, s'ils dépensent énormément de CAPEX et leur pari est perdant, ça peut faire perdre énormément d'argent pour l'entreprise et pour les actionnaires. Sur les finances, bon ça c'est la même chose. Et résultats, prévision du CA, prévision des EPS, l'objectif de prix. Là, les EPS ont tout pété, prévision des EPS estimés. Voilà, ils ont pété les estimations des analystes. Alors maintenant, on va passer à la valorisation. 20% de rendement estimé par an. Marge de sécurité 30%. Alors si on regarde le FRPE, il est en dessous de la médiane. Ratio en dessous aussi. Le PE est de 21. La médiane sur 10 ans, il est de 44. Le forward PE il est de 29, la médiane sur 10 ans il est de 44. Et apparemment le PE va continuer à baisser sur le long terme. Il nous dit qu'apparemment en 2030, elle va finir à 14. Waouh. Allez, pour moi, Amazon, c'est opportunité. Alors par contre, je vais juste changer finalement pour S&P Global, finalement, passer dans sous-évalué. Parce que si on compare Amazon comme ça, il n'y a pas photo. C'est une belle opportunité. Pour S&P Global, alors c'est plutôt dans sous-évalué. Maintenant on va mettre Meta. Alors Meta, donc évidemment, je sais que au moment du résultat pour Meta, ils ont chuté de 15%, je crois, pour Meta. Et vendredi, à la fermeture, ils ont réaugmenté ça de 3% à la fermeture vendredi. Si on regarde mes transactions, j'ai acheté 4 actions. J'ai acheté ici, j'ai acheté là. Et quand là, ils ont dévoilé leurs résultats, j'en ai renforcé, j'en ai racheté au plus bas. Donc ça m'a fait baisser mon PRE, c'est plutôt une bonne nouvelle. La note quantitative est de 14,5 sur 20, marge brute 82%, PE de 20, forward PE de 17 pour une boîte tech. Regardez-moi ça, cette courbe de croissance qui est exceptionnelle. Rien à dire à ce sujet. Pareil, une belle croissance, à part en 2022, une petite baisse. Sinon, ça a eu aussi une petite baisse en 2025, mais ça augmente en 2026. Donc plutôt bonne nouvelle. 68% de dépenses en CAPEX, donc Meta prennent des risques. À voir si c'est un pari gagnant parce qu'ils ont déjà fait énormément de dépenses en CAPEX en 2022 avec le métaverse. Je sais pas si vous vous rappelez, ils ont dépensé énormément de CAPEX pour recherche de développement pour le métaverse. C'était un pari perdant et donc du coup à ce moment-là, l'action elle a chuté, je crois de 30 à 40%, même voire plus. Et là, elle a augmenté. Et là, le problème, c'est qu'ils réannoncent une grosse dépense en CAPEX. Et si c'est un pari encore perdant, l'action peut reperdre encore 40-50%. Si c'est un pari perdant, pardon. Donc Meta a vérifié, donc ils dépensent énormément en CAPEX, mais il faut que leur pari soit, à un moment donné, il faut que ça soit gagnant. Maintenant, on va passer à la dette. La dette qui augmente pour 2026. Ça reste encore gérable, c'est totalement tenable. 0,18 actions en circulation. Ils n'ont pas racheté leurs propres actions depuis 2024. Résultat, vision du CA, prévision des EPS. Regardez ça. Ça, si on l'a vu tout à l'heure, chiffre d'affaires exceptionnel. On va se mettre là. Voilà.
Rien à dire, rien à dire. On va avoir la valorisation. On a un PE de 20, alors la médiane sur 10 ans est de 25. Le forward PE est de 17, la médiane sur 10 ans est de 25. Et apparemment, on nous dit qu'en 2030, le forward PE va passer à 10. C'est incroyable, c'est incroyable. Je rappelle, c'est une boîte tech, l'une des plus grosses boîtes tech valorisées dans le monde. Avoir un PE comme ça, c'est quand même incroyable. Allez, on passe à la tier list. Pour moi, Meta, ça va dans l'opportunité. Mais les seuls risques, c'est les dépenses en CAPEX. Maintenant, on va passer à Microsoft. Alors, Microsoft, pareil, j'ai fait beaucoup de transactions avec Microsoft. Là, ici. Là, c'était flat. Ici, j'ai racheté plusieurs fois. Et là, j'ai racheté au plus bas. Et paf, ça a pété. Donc là, j'ai racheté au plus haut quand ça a monté ici. Et après, ça a rechuté grâce à Donald Trump. J'ai continué à renforcer. Tac, ça a augmenté. Et là, évidemment, ça a rebaissé ici. J'ai recontinué à renforcer. On va voir ça, si ça vaut toujours le coup ou pas. 16 sur 20 pour la note. Si on regarde la marge brute, 67%. Marge nette, 40%. C'est exceptionnel. Si là, on a une belle boîte, on a un PE de 25, forward PE de 23. C'est très bon. On a une capitalisation de 3000 milliards, 3,4 000 milliards. On est dans le top. On va voir les résultats. Évidemment, exceptionnel. Une belle boîte. Pour cette entreprise, heureusement, je dis bien heureusement qu'ils ont investi dans le cloud avec le OneDrive, parce que s'ils auraient que Windows, je pense pas qu'aujourd'hui ce serait une entreprise dans le top et les capitalisations, et je ne sais pas non plus ce serait une entreprise spécialement rentable. Aujourd'hui, Microsoft, ils sont extrêmement rentables parce qu'ils ont le système OneDrive. S'ils auraient pas ça et qu'ils auraient que le système Windows, ça aurait été quand même assez difficile. Dépenses, là, on peut voir que c'est pareil comme Meta. Alors si on regarde la dette, bah c'est plutôt bien géré. 0.1. Là, par là, une énorme dette. Bon, là, c'est lié aux dépenses en CAPEX. Ça reste tenable, ils peuvent le rembourser. Donc, c'est juste qu'il faut que ça soit comme Meta. Faut pas que ce soit un pari perdant. Sinon, la sanction risque d'être lourd. Résultat, prévision du CA, prévision des EPS, surprise EPS, pas grand chose à dire à ce sujet. On va aller voir les finances maintenant. Alors, le chiffre d'affaires, si on regarde le chiffre d'affaires qui est exceptionnel, regardez-moi cette croissance du chiffre d'affaires. Microsoft, c'est un peu une machine à cash. La dette sur EBITDA, très bon. Pas grand chose à dire. Résultat net. On a une belle croissance seulement à partir de 2019. Aujourd'hui, c'est grâce au cloud qui sauve réellement l'entreprise et qui a mis aussi dans le top des plus grosses entreprises du monde. Alors, si on regarde le rendement estimé 14%, marge de sécurité 11%, on a un PE de 25, médiane sur 10 ans il est de 31, le forward PE il est de 23, médiane sur 10 ans il est de 31. On est quand même, alors on va aller retourner sur la tier list. Pour moi, elle va dans sous-évaluer. Je la trouve actuellement juste en dessous, mais de pas grand-chose par rapport à Meta. On a un peu plus en fait, en termes de technologie, on a un peu plus de technologie avec Meta, un peu plus d'innovation à l'heure actuelle. Mais à l'heure actuelle, Meta, oui, représente un prix un peu plus opportunité que Microsoft. Alors là, on est sur je crois que c'est voilà, Monolithic Power. Ah là, donc là, on est sur une action. Alors, on a une note de 18 sur 20. On a un PE de 86. Au moment que je l'ai acheté, il était pas trop cher. J'ai acheté en fin d'année 2025. J'en ai acheté, il était vraiment pas cher à ce moment-là. Mais là, après, ça a vraiment pété. On va voir si aujourd'hui, il représente toujours une opportunité ou pas. Marge brute 55%, marge nette 22%. On va aller voir les revenus. Alors pour les revenus, la note est exceptionnelle. Regardez-moi ça, cette croissance du revenu pour cette boîte. C'est pareil, quand je dis tout à l'heure, c'est une entreprise qui me fait aimer d'investir dans ce genre de boîte. La croissance, il est exceptionnel. Et en plus, là, depuis 2020, la croissance s'est méga accélérée de manière exponentielle. La croissance en 2026, il est de 3 milliards. Bénéfice exceptionnel. Marge stable. Marge nette, 24%. Pareil, on a une petite légère d'augmentation pour les marges nettes. Bon, là, je pense qu'il y a eu une opération exceptionnelle en 2024. C'est revenu à la normale en 2025. Alors, est-ce qu'il y a de la dette? Alors, pour de la dette, on est à moins 1,5. C'est très bon. Là, ce qui
est très très bien parce qu'ils ont plus de trésorerie, ils ont pas du tout de dette. Regardez-moi ça, ils ont pas du tout de dette. Donc c'est plutôt rassurant, mais en contrepartie, ils ont pas de dépenses, ils doivent pas avoir de dépenses en CAPEX. Non, ils ont pas de dépenses en CAPEX. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas non plus? C'est-à-dire que actuellement, ils ne prennent pas trop de risques. Voilà, ils ne prennent pas trop de risques actuellement. De prix, prévision du CA en augmentation, prévision des EPS en augmentation, surprise des EPS, tout est bon, tout est dans le vert. Finance, chiffre d'affaires, la croissance, on n'a pas eu une année dans le rouge. C'est exceptionnel. Pareil, la marge nette exceptionnelle. Là, en 2026, plus 29% de croissance sur les bénéfices, sur les résultats nets, moins 60% en 2025. Mais là, ça se réaccélère en 2026. Plutôt une excellente nouvelle. Regardez-moi cette croissance. C'est ce qu'on aime quand on investit dans une boîte. Alors maintenant, on va passer à la valorisation. Oui, à l'heure actuelle, moi je l'ai eu à un bon prix. Vous pouvez voir, je l'ai acheté ouais, dans les coins ici. Mais aujourd'hui, elle est chère. Elle a un PE aujourd'hui de 86, la médiane était de 66, le forward PE était de 47, et encore, quand je l'ai acheté, elle était à un PE de 25 sur une veste. Alors, je sais pas si on peut voir, là, je l'avais acheté ici, dans le coin là. C'était vraiment pas trop cher, on était en dessous de la médiane, mais à l'heure actuelle, oui, c'est une entreprise qui est beaucoup trop chère. On nous dit que la valorisation, que son prix juste en 2031 sera de 769 $. Donc ce qui veut dire qu'il nous prévoit une baisse de croissance sur le long terme. Bon, c'est des statistiques, c'est seulement des prévisions. Ça représente, ne reflète pas la réalité. C'est ce qu'il faut prendre en compte. On va revenir sur la tier list. On est trop cher. Ouais, on est trop cher. Ouais, elle est trop chère aujourd'hui. Safran. Alors, Safran, c'est une entreprise qui est éligible PEA. On a une note de 12 sur 20. Voilà, marqué éligible PEA. PE 36, PE de 32. Je l'ai renforcé dans mon PEA ici quand il était bien bas. J'ai acheté du Safran ici. Voilà, ici. Très bon prix, je l'ai eu à un très bon prix. Très important à investir à un bon prix, très important. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, Safran, c'est une entreprise dans le domaine de la défense aéronautique française. On va aller s'attaquer directement à quantitatif, revenus. On a une belle croissance. À part là, ça a diminué en 2020-2021. Je pense que c'est lié au Covid. Et là, depuis 2022, on a une réaccélération de la croissance. Surtout que c'est lié en ce moment avec la guerre, ce qui se passe actuellement en Ukraine, en Iran, il y a une réaccélération du demande militaire. C'est tragique après. Donc là, la croissance de Safran, très bon. Ah, bon, pas grand chose à dire. Pour les bénéfices, c'est un peu le yo-yo. Donc c'est le yo-yo total. Là, en 2022, rien du tout. Bénéfices, rien du tout. Et là, la croissance des bénéfices s'est accélérée. En 2025, 7 milliards et ça a rebaissé à 3 milliards en 2026. Après, on est seulement au début de l'année, je veux dire en milieu d'année, pardon. L'année 2026 n'est pas terminée, peut-être sera beaucoup plus. Alors, voilà, par contre, on a énormément, ce que je vois, de dépenses en CAPEX, ce qui veut dire qu'ils investissent en recherche et développement massif pour du matériel militaire, mais surtout que c'est compréhensible parce que il y a beaucoup de demandes, beaucoup de guerres ce qui se passe. Donc, je pense que Safran réinvestisse massivement dans la recherche de développement pour du matériel militaire pour la défense. Alors, trésorerie, donc là, la dette augmente un peu en 2026, mais personnellement, il y a peu de dette. La dette, il y a plus de trésorerie que de dette, c'est très bon, il n'y a rien à dire là-dessus, rien à dire. Bon, on va passer aux résultats. Voilà, pour les prévisions du CA, on est en croissance, prévision des EPS, on aura une diminution qui prévoit en 2026, ça va augmenter après. Ok, EPS estimé, on est inférieur des estimations des analystes. Ok, tac, chiffre d'affaires, on est en croissance, il n'y a pas grand chose à dire. Résultat net, à part en 2026, on est en légère perte de vitesse. On va aller passer directement à la valorisation. À l'heure actuelle, on est cher. Ouais, on est cher. Médiane sur 10 ans. Voilà, là oui, on a la médiane est de 119. Et là aujourd'hui, on est de 36. Donc personnellement, là, quand on voit la médiane sur 10 ans de 119, aujourd'hui on a un 36, c'est plutôt bon. Personnellement, c'est plutôt bon, c'est-à-dire qu'on est vraiment en dessous. Le plus haut historique, c'était ici. En 2020, on était vraiment très élevé. Et là, on a
on est sur du 32. Donc c'est pas mauvais, hein, c'est pas après, c'est pas mauvais. Donc on nous dit qu'on est, surévalué, marge de sécurité -20 pour cent. On va retourner, sur la tier list. Je la mettrai pas dans trop cher non plus. Pour moi, à l'heure actuelle, je la mettrais plutôt dans neutre. Ça reste un bon investissement. Elle est un peu chère, mais quand on regarde que la moyenne, il est de 119 de PE et aujourd'hui on est à 36, ça reste totalement tenable. Ça reste totalement tenable, la dette est bien gérée, donc elle représente pas elle n'est pas vraiment si surévaluée que ça. Bon, elle va dans neutre. Et maintenant, on va passer à SKNX. On va passer à SKNX. Donc là, on est sur une entreprise coréenne, plus 29%. Là, elle a bien, comme vous pouvez voir, bien morflé. Ici, elle a bien morflé. Alors pourquoi exactement elle a bien morflé? Parce que en Corée du Sud, beaucoup de Coréens ont investi dans l'indice, soit dans l'indice coréen, ou soit dans cette entreprise avec un effet de levier énorme. Et beaucoup de gens ont revendu soit leur voiture, soit leur maison, ou tout. Ils ont mis tout leur patrimoine en intégralité sur ça avec l'effet de levier. Ils ont vu qu'en fait que l'action il était vraiment haut. Ils se sont dit tous qu'en fait ça allait continuer d'augmenter. Et bah non, ça a chuté, donc plus de 3 millions, je crois, de Coréens se sont retrouvés avec un portefeuille totalement liquidé, donc c'est ça qui a créé cette énorme chute à ce moment-là. Donc la note, il est de 16,5 sur 20, c'est une très belle boîte, surtout que Nvidia, ils ont annoncé un partenariat avec SKNX pour tout ce qui est demande de semi-conducteurs, donc c'est plutôt une bonne nouvelle sur le long terme, hein. C'est Nvidia, c'est pas rien, hein. Donc on n'est pas sur une entreprise qui est éligible PEA, les marges brutes 60%, marge nette 44%, prix juste, ok, donc là on est en won, il va falloir faire une conversion de devise. PE, on a un PE de 7, je sais pas si vous imaginez, pour une boîte de semi-conducteurs avec une croissance de 60%, une marge nette de 44%, avoir un PE de seulement de 7, avoir forward PE de 4, c'est aberrant. ROIC, donc très loin, le ROIC sur 5 ans, 67%, c'est très bon. On va le voir là, quantitatif. Alors, les revenus, alors pour l'instant, on a une énorme croissance. Voilà, depuis 2024, on a une accélération énorme de la croissance, surtout qu'en 2026, que je vous ai dit tout à l'heure, une demande exceptionnelle, qu'un partenariat avec Nvidia, donc c'est ça qui est aussi lié à l'énorme revenu en 2026. Les bénéfices, pareil, sont en croissance seulement depuis 2024. Marge brute 60%, marge nette 56%, c'est exceptionnel. Retour sur capitaux 52%, c'est très bon. 40% dépenses en capex, ok. La trésorerie, il y a peu de dettes. Bah, c'est-à-dire que là, ça veut dire qu'ils peuvent quasiment instantanément rembourser leurs dettes, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on est plutôt sur une valeur sûre. On va aller voir le résultat. On a une prévision du CA croissant sur le long terme, prévision des EPS en croissance. Et là, les EPS en 2026, ils ont explosé les records, incroyable. Maintenant, on va voir les finances. On a une belle augmentation seulement à partir de 2024, une belle accélération. À voir ça à payer sur le long terme. Résultat net en 2026, plus 277%, excellent. Là, depuis ces 3 dernières années, on a une belle croissance, 316% en 2024, 116% en 2025, et là on a 277% en 2026. À voir si ça s'accélère sur le long terme dans les prochaines années. On va voir la valorisation, rendement estimé 31%, marge de sécurité 55%. On a un forward PE, on va aller voir ici, en dessous de la médiane de 4. Le plus haut, c'était en 2022, on était à 73. Là, le fair value, on nous dit qu'on est au-dessus du... Voilà, ça, pour le coup, je n'y crois pas du tout, parce que là, qu'il y a un PE comme ça, je suis pas vraiment sûr. À part, oui, je pense que c'est ça qui a fait augmenter la valorisation. Mais à part ça, allez, hop, on va retourner sur la tier list. SKNX, pour moi, c'est opportunité. Elle a un truc comme ça, c'est dingue la croissance. Maintenant on va passer à Schneider. Donc là on est sur Schneider Electric.
Donc j'en ai renforcé plusieurs fois ici, comme vous pouvez le voir. Je l'ai revendu ici, parce que c'est un peu comme Air Liquide, j'ai plus de conviction dessus, parce que c'est typiquement une action PEA avec prime d'action gratuite, etc., etc. Et on est à peu près sur les mêmes genres que Air Liquide, avec une croissance pas fou. On est le PE, on est sur le même genre que Air Liquide. On n'a pas une réelle croissance qui est exceptionnelle, à part là depuis 2022 ça s'accélère. Là on a eu une croissance pas terrible, mais la croissance est pas folle hein. 42% de marge brute nette, là ça qui fait baisser énormément la note. 11% de marge nette, c'est faible, je trouve que c'est vraiment faible. Aussi la dette commence à être un poil élevée, comme vous pouvez voir, hein. On a une dette de 1,6, c'est-à-dire que là on a 19 milliards de dettes avec un cash de 4 milliards, c'est-à-dire qu'ils ont plus de dettes que de trésorerie, après, mais avec une croissance faible comme ça, et surtout que ils dépensent, ouais, la capex il est faible, c'est-à-dire que je sais pas ce qu'ils dépensent là-dessus. Je suis pas spécialement convaincu par Schneider Electric. C'est pas typiquement une action qu'on recherche si on veut faire croître son portefeuille. Je suis pas tellement convaincu. Personnellement, les finances, thèse, voilà, on fait du 4%. Comparé à SKNX, c'est ridicule, c'est totalement ridicule. Si on regarde la valorisation, on regarde 4%, marge de sécurité moins 39%. Et là, on a un peu de 34, la médiane est de 24, c'est à peu près comme du Air Liquide, hein. Voilà, on est méga surévalué. Pour moi, allez, on va pas rester des heures sur cette entreprise. Pour moi, ça rejoint Air Liquide. Maintenant, on va passer à Wingstop. Donc là, on passe à la dernière. Donc Wingstop, avant de conclure cette vidéo. Donc voilà, on est sur Wingstop. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, on est sur une entreprise liée à la restauration. C'est un peu comme c'est un peu McDonald's ou Chipotle. C'est une entreprise de restauration. Alors eux, ils sont pas spécialisés dans les hamburgers. On est plutôt sur la vente, si je dis pas de bêtises, d'ail. Voilà, commande, cœur de menu constitué d'ail de poulet frit. C'est des trucs comme ça, hein. En ce moment, c'est très connu. Ça cartonne aux États-Unis. Alors l'action a bien chuté. Son plus haut historique, c'était en 2024, un prix de 400, presque 430 $. Aujourd'hui, on a 129 $. Le prix a été divisé. Si on regarde la note, c'est de 15 sur 20. Donc, est-ce que à ce prix-là, elle peut représenter une belle opportunité ou pas? Ou est-ce qu'il y a un truc caché qui fait que cette entreprise a été sévèrement sanctionnée pour de bonnes raisons? On va voir ça. Donc, évidemment, elle n'est pas IJPEA, c'est une entreprise américaine. Alors, on a un PE de 30, on a un firewall PE de 27, on a marge brute de 86%, c'est plutôt pas mal, hein. Marge nette 25%, ça c'est, par exemple, comme on peut voir, la marge, c'est mieux que Air Liquide et Schneider Electric pour moi. Rentabilité exceptionnelle, pas grand chose à dire, d'autres choses. Alors sur la quantitative, alors on va voir sur les revenus, voir la croissance, on a une très belle croissance depuis 2012 et ça continue à s'accélérer sur le long terme, voilà. Belle croissance. Ça, c'est le genre d'entreprise qui me plaît. À part en 2026, une petite baisse de marge nette. En 2025, on était à 25. Là, en 2026, on passe à 16. Pourquoi? À vérifier là-dessus, alors que la marge brute reste stable. Peut-être à faire des recherches là-dessus. Pourquoi la marge nette, elle baisse en 2026? Dépenses. On a un peu de dépenses en CAPEX. La dette. Ah oui. On va se remettre en trimestriel. Parce que là, la dette a l'air d'être quand même sévèrement élevée, hein. Là, ah ouais, alors en Q1 2026, on a une dette de 1 milliard de dettes pour une trésorerie de 128 millions de dollars de trésorerie. Ça m'a l'air d'être costaud, hein. Là, pour voir, ça a l'air d'être allégé un peu. Non. Pour 2026, ouais. La dette, ça m'a l'air d'être élevé quand même. La dette, à voir si sur le long terme, cette dette se diminue ou pas. Mais là, pour moi, une dette comme ça, la baisse de l'action, et pour moi, c'est lié à ça qui est justifié. Alors, une dette, pour moi, ça, c'est beaucoup trop élevé. Ça me donne pas envie d'investir dans une boîte comme ça qui a une dette beaucoup trop élevée. Marge nette, voilà, ça on l'a déjà vu. Si on regarde les résultats, prévision du CA, ils sont en belle croissance, hein, sur le long terme, hein. Prévision des EPS, ok. Ils ont battu les analyses des EPS depuis 2025.
très très bien. On va voir les finances. Là, on a une petite baisse. Alors, je pense que c'est totalement normal parce que le 2026 n'est pas terminé. On va aller voir maintenant la valorisation. On a un rendement estimé de 21%, une marge de sécurité de 32%. On a un PE de 30 et la médiane sur 10 ans est de 92. Le forward PE, il est de 27. La médiane sur 10 ans est de 92. Wow, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Là, on pourra, on a un prix méga sous-évalué. Avec un truc comme ça, avec la médiane, là, c'est incroyable. C'est vrai qu'on a une belle croissance. On va retourner sur la tier list. Le défaut que je veux dire avec cette boîte, c'est que sa dette, elle est extrêmement élevé. Ça a l'air d'être baissé, de se baisser en 2026, mais pour l'instant, on voit que la dette est beaucoup trop élevée. À voir si ça se confirme pour l'année prochaine, en 2027. Si cette dette baisse terriblement, ça peut être une bonne opportunité parce que là, c'est vrai qu'on a une croissance exceptionnelle, on a une valorisation qui est extrêmement bas, mais le problème, c'est que sa dette est beaucoup trop élevée. J'aurais pu la mettre dans opportunité si elle aurait pas eu une dette comme ça, mais là, je vais la mettre dans sous-évalué parce que là, Fico aussi, elle avait une dette beaucoup trop élevée, mais elle était chère. Là, Wingstop, on est une dette élevée, mais le prix de l'action qui est méga au rabais actuellement. Donc pour moi, elle représente une meilleure opportunité que Fico. Pour moi, je vais la mettre dans sous-évalué pour cette action. Et ben voilà, cette vidéo s'achève. On a terminé cette tier list. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des actions en commentaire que je mette la prochaine fois dans cette tier list. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Bye bye.